maintenant parce qu'on a des sujets passionnants pour cette moitié de semaine. Mercredi, bien sûr, à partir de midi, cette nouvelle vidéo des pistonnés, toujours disponible sur la chaîne First Team Sport. Allez vous abonner, les amis, parce que on a quelqu'un qui a soulevé des trophées aujourd'hui sur ce plateau, monsieur Isaac Hadjar, qui était déjà bien sûr avec nous pour la fameuse vidéo de lundi. Nous aussi, on a envie de soulever un trophée. On approche un petit peu des 100 000 abonnés sur First Team Sport. Alors si vous aimez le contenu, si vous aimez la vie, si vous aimez le sport, allez cliquer bien sûr en bas de cette vidéo. Et puis à la fin de l'année, voilà, on soulève bien sûr la breloque. Brice, j'allais dire Brice et Germain, non, Hamza et Brice qui sont bien sûr avec nous. Ça va toujours, les gars? Impeccable. Parfait. Voilà, comme lundi, de toute façon, ça n'a pas changé parce que cette émission est enregistrée le lundi. Isaac, tu nous as régalé sur le débrief. Voilà, je voulais te le dire. T'es excellent. Si jamais, ça te dit pas d'arrêter la F3, tu restes au pistonné, non, c'est négociable. Les deux. On peut, les deux. Les deux, c'est cool. Attention, chroniqueur, c'est mieux payé. Oui. Pour l'instant, ouais. On va parler, regarde, alors bien sûr, le rendez-vous du mercredi, vous le savez, il faut toujours le préciser, c'est important, c'est le 3e rendez-vous à chaque week-end de Grand Prix. Les week-ends de Grand Prix, ça commence les dimanches sur Winamax TV avec l'excellente émission Pole Position, où on retrouve notamment Antoine Bedu, le pit stop, et puis également le lundi, le débrief, et le mercredi, le magazine. On y est, on découvre tout de suite le sommaire justement de cette nouvelle capsule. Isaac, on va parler de la filière Red Bull, parce que tu as intégré la filière Red Bull il y a quelques mois maintenant. Il y a un sujet, moi, qui me passionne, parce qu'on a appris qu'il y avait des méthodes de sélection assez particulières, notamment basées sur le profil, un peu le côté psychologique, etc. Tu vas nous en parler. Il faut que tu nous parles de Helmut Marko. Il faut que tu nous expliques aussi également comment est gérée un petit peu ta carrière en F3, parce que c'est là que tu concours, notamment chez l'écurie High-Tech cette saison. Et puis, on évoquera les relations parfois un peu compliqué entre les Français et la filière Red Bull, mais on va commencer par te présenter un petit peu à ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors on a réfléchi pour le liner, tu sais, c'est les petits synthés qui s'apparaissent en bas de l'écran quand on voit ta tête. On voulait mettre la révélation de ce début de saison F3, mais on est, comme je te le disais, assez superstitieux. On s'est dit non, ça sert à rien d'en faire des caisses, donc on a juste mis pilote F3. Regarde un petit peu cet habillage déjà. Pour commencer, on va résumer les choses avec des faits. On a remonté le temps, 17 ans, espoir du sport automobile français. T'es né à Paris. T'as longtemps vécu à Issy-les-Moulineaux, c'est bien ça, si je dis pas de bêtises. Non, énorme. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, d'accord. Mais j'ai toujours été à Paris. T'as toujours été à Paris. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que des pilotes automobiles français qui ont grandi à Paris, il n'y en a pas beaucoup. Et je crois que le dernier exemple que j'ai en date, je dis peut-être une bêtise, François Sever, ça remonte quand même. Ouais, et en plus, il était parti dans l'Or de la France pendant longtemps. Donc, exactement. Mais c'est vrai qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup. C'est un particularisme. Tu as débuté le karting à 8 ans, c'est ça, 2012 ? C'est ça. 2018, alors tu as participé, tu as fait 2 saisons de championnat de France de karting. Ensuite, tu t'es engagé en championnat d'Europe junior. Tu as battu un certain Jack Crawford qui fait partie de la filière Red Bull avec toi aujourd'hui, non ? C'est bien ça. 2019, tu prends le volant Winfield, ce qui te permet de débuter en F4 France. Tu gagnes quand même à Spa. Ça, j'avoue que dans mes soirées du samedi soir, si je pouvais annoncer aux personnes avec qui je discute que j'ai déjà gagné à Spa, je pense que ma vie serait beaucoup plus facile aujourd'hui. Tu finis 7e du championnat à ce moment-là. Tu t'engages pour préparer la saison suivante de F4 France. Tu fais quelques piges du côté de la F4 aux Émirats Arabes Unis. Là, encore une fois, c'est un succès. 56 points pris alors que tu disputes bien sûr 2 courses sur 5. Tu fais une deuxième saison F4 France, 3 victoires, 11 podiums. Tu finis 3e de ce championnat. La F3 Asie, encore une fois, pour préparer le Freka, 5 podiums et 9 courses. T'en parlais dans la très belle émission de lundi. Tu te retrouves quand même face à un certain Joe et un certain Daruvala qui aujourd'hui conduisent à un certain niveau. Championnat de Freka, là quand même, on peut le dire, c'est la révélation. Je te relancerai là-dessus. J'ai l'impression qu'à Barcelone, il se passe quelque chose. Tu tentes un move absolument extraordinaire. Je ne sais pas si ça a débloqué quelque chose. En tout cas, ça a permis de te faire connaître. Et dans la foulée, tu vas gagner à Monaco, ce qui va à peu près tout changé dans la perception en tout cas d'Isaac Hadjar. On découvre nous en tout cas tous Isaac Hadjar à ce moment-là. Plus tard tu vas intégrer le Red Bull Junior Team et puis cette saison en F3 FIA c'est 2 week-ends de course, 3 week-ends de Grand Prix, 6 courses, une victoire pour ta toute première fois en F3 à Bahreïn. Ça aussi c'est extraordinaire. Du coup on va remonter un peu le fil maintenant qu'on t'a présenté, surtout tu nous dis si on a dit des bêtises. Comment elle est née toi un petit peu la passion pour le sport automobile à ton niveau? Comment tu t'es dit tiens, je vais aller voir papa et je vais lui dire il faut absolument que je fasse du karting. Comment t'es tombé dedans? Tu vois, c'est assez particulier. Nous, dans notre famille, il n'y a personne qui est issu du sport auto. Moi, ma famille, c'est tous des docteurs ou médecins. Il n'y a que ça. C'est que les études. Et puis, tu vois, 2006, le film Cars, il est sorti.
Et là, ce banger de film, il est incroyable. C'est un énorme banger ce film, clairement. Je sais pas combien de centaines de fois j'ai dû le voir. Et je pense que c'est vraiment grâce à ça que j'ai fait putain, mais j'adore les voitures. Et puis dès que j'ai pu, je crois que j'avais 5 ans, je suis monté dans la première fois dans un kart, j'ai fait c'est ce que je veux faire dans ma vie, c'est piloter en fait. Donc voilà. Tu as dit quelque chose de très intéressant concernant ta famille, c'est qu'à la différence de beaucoup d'autres familles où souvent c'est le papa qui se projette sur le fils avec le rêve le papa voulait être pilote par exemple, tu vois, et le projette au fils. Toi, ton papa par exemple, il t'a toujours dit Isaac, ok, pas de soucis, sport automobile, on va faire des sacrifices, on va t'accompagner, les études toujours en premier. Ouais, jusqu'à maintenant même. Ouais. Ouais, mon père, il est comme ça, tu vois. En fait, mes parents, pour eux, il y a que ça, c'est comme ça qu'ils ont réussi dans la vie, c'est que grâce à ça en fait. Et puis du coup, du moment qu'à l'école ça se passait bien, je pouvais continuer ce que j'aimais, donc j'y allais à l'école, tu vois. Il fallait être bon. Sinon, ouais, c'est ça. Il fallait être chaud. On a vu une photo où tu étais justement dans un karting. Raconte-nous un petit peu cette période, parce que je crois que tu n'as pas le meilleur matériel à ce moment-là, mais par contre, tu marques les esprits, parce que justement, les observateurs, ceux qui sont sur les bords des pistes et qui souhaitent dénicher les pépites, savent que tu n'as pas ce qui se fait de mieux en termes de matos, mais ont tout de suite vu que tu avais 1, du caractère, 2, un sacré coup de volant, et 3, quand même des résultats. Ouais, ça c'est 2016 du coup. Et puis, en l'occurrence, on parle de la FFSA, c'est eux qui ont vu le potentiel, qui ont cru en moi, et à partir de là, ils ont commencé à m'accompagner jusqu'à maintenant, quoi. Voilà. On dit que tu es un garçon de caractère, on dit que tu as un certain franc-parler. Nous, je t'avoue que c'est quelque chose qu'on apprécie. Alors, ça t'a peut-être desservi à certains moments. C'est quelque chose qu'on apprécie parce qu'on trouve les pilotes actuels un peu lisses, tu sais, un peu formatés, un peu tous les mêmes, un peu toujours les mêmes réponses. C'est ça. Est-ce que tu arrives justement à garder cette personnalité un petit peu naturelle, celle qui te caractérise? On avait vu des mouvements un petit peu d'humeur, on se rappelle en Fréca. Aussi, moi je trouve que tu as un body language quand tu sors de la voiture. Je sais pas, alors, je vais pas faire de comparaison, je vais pas citer de grands mythes, parce que encore une fois on est très superstitieux, on veut pas te porter l'œil, mais franchement, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de toi. Comment tu arrives à gérer un petit peu ce caractère? Et est-ce que justement on est obligé de se formater quand plus on monte les échelons, tu vois? Ouais, bien sûr, il y a quand même des média training, tu vois, tu peux pas dire ce que tu veux. Il y a quand même des limites, mais après, pour l'instant, ça a l'air d'aller, je crois. Et puis ouais, j'aime bien être franc, j'aime bien dire ce que je pense, du moment que ça vexe personne et que je peux continuer à rouler. Puis moi, j'aime bien être comme ça, ouais. Voilà. C'est ta manière aussi peut-être d'évacuer parfois une certaine frustration? Ouais, après, je pense mieux dans ta course, j'ai beaucoup progressé quand même en karting. C'était, le problème c'est que je montrais aux autres que je pétais un câble, tu vois, je sortais du kart, ça jetait les gants et tout. Maintenant, c'est fini, tu vois. Enfin, j'ai passé l'âge de faire ça. Et oui, quand je m'énerve dans mon coin, personne le voit. À la radio, j'essaye d'être assez calme. Enfin, j'essaye, tu vois, c'est pas encore ça. Je travaille là-dessus, hein. Ouais, vraiment, je travaille là-dessus. Et puis, ouais, c'est mon caractère, quoi. Je suis comme ça. Est-ce que ce fort caractère, ce fort tempérament, c'est une des choses qui a plu à Red Bull, dans le sens où on a le sentiment que Red Bull, c'est une écurie qui apprécie avoir des personnalités qui sont charismatiques chez eux, pour mettre un petit peu la marque sur le devant? On voit Max Verstappen aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça joue en ta faveur chez Red Bull? Il y a le pilotage, évidemment, à 90%, mais en plus de ça, ils se disent, le gamin qu'on a avec nous, en fait, il détonne. Et est-ce que à ton sens, c'est quelque chose qui plaît en Autriche? Je pense, après moi quand je parle à Helmut, je suis pas comme avec vous, hein, les gars, je suis... Non, j'imagine. Il fait quand même peur. Ouais, il fait peur, mais je pense à... Je sais pas où est-ce qu'il a pu voir que j'étais un petit nerveux ou quoi que ce soit, mais je pense que ça a pu plaire. Ils aiment bien les gens de caractère, tu vois. Et mais bon, pour l'instant, je sais me tenir et ça se passe très bien. On a parlé de ton caractère, mais il y a quelque chose sur lequel il faut absolument insister. On a passé des coups de fil pour préparer ta venue. On a appelé des gens qui te connaissent un petit peu, et notamment un certain Oliver Hawks,
mon patron du côté de chez Hightech, qui nous dit plus qu'un pilote, c'est quelqu'un qui a la tête bien faite. Il nous dit là où il m'impressionne, attends, où est-ce que j'ai noté ça, voilà. Là où il m'impressionne, c'est surtout sur sa relation avec les mécanos et les ingénieurs. Le talent seul ne suffit pas, il y a tout ce qui se passe en dehors. Et justement, Isaac, il a cette volonté, on va dire, de pouvoir parler le même langage, on va dire, que ces ingénieurs de course. C'est quelque chose sur lequel tu travailles, c'est quelque chose qui est très important, ça, pour toi ? Ouais, tu peux pas marcher en arrivant comme ça et avoir rien dans la tête. Moi, tu vois, je bosse avec mon ingé, c'est quand même quelqu'un qui a fait de longues études. Et j'ai pas envie que quand il me parle, il vulgarise tout pour essayer de m'expliquer parce que je suis un abruti, tu vois. Il faut qu'il comprenne que, je sais pas à son niveau, mais il peut me parler franchement et que comme ça on peut aller de l'avant. Et puis ouais, mes mécanos, pareil, sans eux, il y a rien. Déjà, ça me fascine que ces mecs, ils se lèvent à je sais pas quelle heure pour qu'ils me préparent ma voiture, que je monte dedans et que j'aille rouler. C'est juste incroyable. Il y en a des pilotes, ils calculent même pas leur mécano, ils en ont rien à foutre. Ils sont là pour rouler. Moi, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc vraiment, j'adore cette équipe. J'adore ces gars. Revenons à ce qui a été, nous on le voit comme un déclic dans ta carrière, peut-être que c'est une erreur. Ce fameux move là à Barcelone, rappelle-nous un petit peu ce dépassement, en tout cas très, très impressionnant, Freca. Ouais. Derrière cette victoire à Monaco, et je disais c'est vraiment une bascule parce que derrière la fin de cette saison Freca, tu vas chercher le titre rookie. Red Bull vient te chercher d'ailleurs, ça c'est quelque chose de très intéressant. Il paraît que c'est un certain Sergio Pérez qui a été assez impressionné en te voyant courir et qui en a parlé à Helmut Marko. C'est une légende urbaine ça ou c'est la réalité ? Je crois que c'est la réalité. Ouais. Ça veut dire que c'est la réalité. Je crois. Non, tu vois, c'était du coup Barcelone, gros dépassement. Ça a été rapide en fait, ça s'est fait en 2 semaines, du coup, ou 1 semaine, je sais plus, c'était un back-to-back, mais bref. Et ouais, dépassement qui était en track limit complet en fait. Et les commissaires en fait, ils m'ont dit, on l'a trouvé tellement beau ton dépassement qu'on a oublié de te mettre une pénalité quoi, parce que c'était clairement. Et du coup, quand je suis arrivé à Monaco lors du briefing pilote, on fait mec, t'étais complètement en track limit. Normalement, on aurait dû te mettre une pénalité, mais bon, en fait, c'est passé. Voilà, du coup, super. Il y a la règle et l'esprit de la règle. J'aime beaucoup. Quand c'est bon, on laisse passer. Voilà, bref, du coup, ça m'a offert mon premier podium. Super. Et 2 semaines après, on va à Monaco et pole, victoire, meilleur tour, tout ça. Et c'est le soir même, le samedi soir, que j'ai vu Helmut Marko. Donc, il m'a donné rendez-vous. Et la pression, quoi, tu vois. C'était vraiment chaud. Il m'a fait putain, alors comme ça, dans ce championnat, t'es le seul à savoir doubler, tu vois, parce que nous on n'a pas de DRS, tu vois, genre c'est vraiment pour aller doubler là-bas, faut vraiment s'accrocher. Et à Barcelone en plus, 5e à 3e, tu vois, c'était vraiment une bonne course. Et ouais, du coup, je dis, c'était ce soir même que ça s'est fait en fait. Ça fait plus d'1 an que je suis chez Red Bull en fait. Voilà. Exactement. Pérez qui a mis son baquet en danger en allant regarder des jeunes. C'est un bon gars, Sergio. Non, toujours aimé ce gars. J'adore ce mec, quoi. Tu m'étonnes. Bizarre. Attends, parce qu'il va peut-être prendre 10% sur ton salaire quand tu es en Formule 1. Ouais. Méfie-toi. On en parlait, je disais le titre de sensation de ce début de saison. On rappelle que tu es chez Hightech, bien sûr, en F3, que tu as gagné, je le disais, dès ta première saison à Bahreïn. Tu as fait podium à Imola. Au-delà des résultats, il y a l'impression. Parce que quelque part, tu n'as pas la meilleure voiture du plateau, mais tu as des résultats solides, tu as une belle vitesse, tu as fait des très très beaux moves et on a beaucoup évoqué ce move sur Colette qui nous a vraiment, vraiment régalé. Une rapide adaptation aussi également. Dans un plateau où il y a 30 pilotes qui sont quand même très 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 expérimentés. Explique-nous un petit peu comment ça se passe avec Hightech, quels sont les objectifs un peu qui se sont donnés. Parce que tu n'es pas très loin quand même de Victor Martin, c'était à 12 points au classement général. Et on a la sensation que tu arrives à la faire progresser cette voiture alors que c'est pas la meilleure voiture du monde. Ouais. Non, c'est sûr que l'année dernière ils font quoi 6e au constructeur, mais on se dit ouais Hightech c'est pas bien et tout, mais il faut savoir ils avaient 2 rookies dans l'équipe et Roman Stanek qui est sur une 2e saison, il a pas fait du très bon boulot, donc en fait les pilotes ils ont pas aidé déjà, et puis moi l'objectif avec mon ingé il est clair, on veut gagner le titre quoi, tu vois. Il y a pas de question. Je pense que sur le début de championnat on est les plus réguliers en termes de performance, on n'est pas les plus rapides, ça c'est sûr. Victor, Crawford, Leclerc, ça va sûrement plus vite, mais en tout cas on est plus régulier. On a un podium sur chaque meeting quand même.
Donc on a une bonne régularité. Et puis on essaye de la faire progresser la voiture, quoi. Quand tu compares les premiers tests avec l'équipe, je me souviens fin d'année, c'était compliqué, c'était à peine dans le top 15. Donc depuis on a fait un très 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 gros boulot. Et puis ça progresse tous les jours. Et là sur la deuxième partie de saison on va essayer de gagner, quoi. Tu vas avoir un gros morceau là cet été. Le gros de ta saison va jouer cet été là. Ça va être juillet, août, et avec la saison se termine où, à Monza, non, si je dis pas de bêtises. Abu Dhabi. Non, Monza. Non. C'est très court, tu vois. Ça se finit vite. Du coup là on a 3 week-ends de course quand même au mois de juillet. Donc c'est limite là que le championnat il va se jouer en fait. C'est là où il faudra scorer des gros points. Et ensuite il y aura le triple header en août-septembre. Et puis il faudra 3 week-ends de course, j'ai jamais fait ça. De suite, à un niveau aussi élevé, j'ai jamais fait ça. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et puis je pense qu'on a vraiment de quoi jouer devant. Comment on gère justement les phases? J'imagine, j'essaye de me mettre à ta place. De revenir à mes 17 ans, de mettre dans une F3 et tout, etc. Enfin bon, bref, tu vois, c'est un rêve. J'essaie de me mettre à ta place et je me dis, ça va être quand même vachement compliqué de gérer ce calendrier où tu vas avoir, comme tu disais, des triple headers, tu vas avoir après, par exemple, 2 mois de pause. J'imagine qu'à ce moment-là, tu dois trépigner de monter dans la voiture et de retrouver la voiture, les ingénieurs, l'équipe et tout, etc. Et puis après, de te dire que là, justement, tout ce championnat va se jouer sur l'été, donc il faut rester focus. J'imagine continuer de s'entraîner. Comment tu gères un petit peu mentalement tout ça? Franchement, je pense qu'il n'y a pas une minute là dans ma vie où je pense pas à la F3. Ça fait peur limite. Si je me prépare comme je peux, hein, faut pas non plus surpréparer l'event. Mais ouais, en tout cas, en ce moment, je travaille beaucoup sur mes qualifs. Je pense qu'on est en train de s'améliorer. Première qualif, on fait 9e, deuxième, 7e, la 4e à Barcelone. On est sur la bonne direction. Après, je pense sur la perfo de la voiture, il manque pas grand chose. Franchement, je pense je fais encore pas mal d'erreurs sur un tour. Et puis une fois qu'on aura compris comment faire, on va pouvoir jouer le titre. Et puis j'ai hâte de remonter en voiture. Là, c'est chaud. Là, ça fait plus d'1 mois que j'ai pas roulé. Je suis pas bien. Barcelone, c'était il y a longtemps quand même. Là, j'en peux plus. J'ai hâte d'être vendredi et voilà. Bon, écoute, en tout cas, merci d'avoir répondu avec autant de franchise. Vous en avez appris plus sur Isaac Hadjar. On va parler avec Isaac justement de son travail au sein de la filière Red Bull. C'est le grand débat de cette nouvelle émission des Pistonnés. Le Red Bull Junior Team, qu'est-ce que c'est? Regardez plutôt avec ce petit habillage, on vous a collecté quelques informations. C'est simplement déjà le principal vivier de pilotes F1. 21 pilotes soutenus. Attention, pas tous issus bien sûr du Red Bull Junior Team, mais 21 pilotes soutenus en F1 en 21 ans. Il y a 6 des 20 pilotes actuels sur la grille qui sont issus notamment de la filière Red Bull, à une exception près Max Verstappen, qui l'a intégré, on va dire, par la suite, qui est rentré directement, on va dire, dans le giron Red Bull au moment de rentrer en Formule 1. 2 champions du monde, Verstappen, Vettel, 4 vainqueurs en Grand Prix, si on ajoute notamment Gasly et Daniel Ricciardo. Et actuellement, c'est 9 pilotes en F2, en F3, en Super Formula. Et bien évidemment, un exemple avec nous aujourd'hui, monsieur Isaac Hadjar. Comment se fait la sélection? C'est la grande question qu'on a envie de te poser, Isaac. Il y a l'épreuve de la piste, il faut être rapide, ça, bien évidemment, c'est le sport automobile. On nous a parlé aussi également de tests, de petites séries d'épreuves où on teste notamment le profil du candidat, savoir si c'est un leader, voir notamment s'il est dans la prise de risque, s'il n'est pas trop conservateur. Et c'est vrai que j'en parle parce qu'il faut aussi nuancer un petit peu tout ça. Tu nous donneras ton avis parce que tu connais bien mieux le dossier que nous. Il y avait eu des critiques par le passé de certains pilotes aussi qui n'avaient pas réussi dans cette filière et qui disaient c'est un petit peu l'école darwinienne. C'est-à-dire on met 20 pilotes et un biscuit et à la fin il n'en restera qu'un et on voit qui va réussir à manger ce biscuit. C'est souvent une critique que l'on voit venir. Raconte-nous déjà, et après je prendrai votre avis les gars, raconte-nous déjà un petit peu, c'est quoi les tests que tu as passés pour rentrer dans cette filière Red Bull? On nous a parlé de mise en situation, tu dois faire des choix, etc. Et ça pouvait déterminer de savoir si tu étais un leader, si tu étais dans la prise de risque, si tu avais du caractère, etc. Honnêtement, je pense pas je me rappelle pas avoir fait grand chose. Je sais que j'ai eu un test sur simulateur. C'est un test qu'ils font passer à tous les pilotes
de l'académie. Ça fait 10 ans qu'ils ont le même programme. Après, moi à Monaco, Enfin, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais du coup je vais pas le dire. Mais bref, entre nous. Désolé, non, t'inquiète. Non, mais en tout cas, pour moi c'était fait, je l'ai vu, ça y est, t'es chez Red Bull, mec. Maintenant, tu vas faire tes tests physiques, tes tests simulateurs. Et t'as pas eu de test psychologique, de personnalité? On t'a posé des questions sur Non. D'accord. Pas encore. Pas encore. Sur l'aspect simulateur, est-ce que tu as des objectifs? Qu'est-ce qui te travaille? Qu'est-ce qui te demande de travailler? Comment ça se passe? Sur Simu, j'en ai aucune idée. Moi, je sais qu'après les tests, il m'a appelé, Helmut, il m'a fait pourquoi ça s'est mal passé comme ça? Alors que moi, j'avais l'impression d'avoir grave bien réussi. Tu vois, du coup, je savais pas quoi dire du tout. C'est vrai que c'était vraiment très compliqué. Mais du coup, il m'a appelé, pourquoi ça va pas et tout. J'essaie de lui expliquer, non, en fait, ça s'est bien passé. Je crois l'ingé il était assez content. Après le Simu, j'y vais à chaque fois que j'ai une course, j'y vais la semaine d'avant ou 2 semaines. Et puis, il y a des... Moi, en tout cas, j'essaye à chaque fois que je pose mes fesses dans Simu, c'est d'aller plus vite que Crawford. Parce que c'est ma seule référence. Et en fait, il y a un truc qu'ils font, ça s'appelle le Helmut Lap. En gros, tu fais tes tests et tout, t'as juste la balance comme il faut. Et t'arrives, qualif, tu roules, tu fais ton tour qualif. Et après, il te dit c'est mon Helmut Lap, c'est le tour que je vais envoyer à Helmut en fait. Et là, mon gars, la pression, elle est mortelle. Donc ça veut dire que c'est Big Brother. Le Helmut Lap peut être plus mauvais que ton tour. Exactement, classique, et il va l'envoyer. Mais celui qui va envoyer. Ok. C'est intéressant. C'est vénère. Mais c'est malin, hein. Ouais, Ça te demande d'être régulier et genre, de toute façon, en Q3, C'est ça. on te dit pas, mec, pour te consoler, on va te prendre ton tour de L3 pour te la mettre en Q3, tu vois. Il y a un tour à Helmut Lap. c'est ça. Hammer Time ou Helmut Lap, c'est comme tu veux. Juste un petit mot, les gars, de manière générale, et on prendra ton avis, bien évidemment, Isaac, aussi là-dessus. La filière Red Bull, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est vrai que, alors très souvent, on l'a entendu dans cette émission quand parfois Red Bull a pu nous énerver et dire, mais ils n'ont pas la culture de la Formule 1, ce ne sont que des vendeurs de canettes. Pardonnez-moi si vous en regardez bien évidemment chez Red Bull, mais c'est vrai que c'est souvent une critique qui revient concernant Red Bull. Et pourtant, on l'a vu, c'est le vivier, c'est le principal pourvoyeur de talent aujourd'hui en Formule 1. Comment vous expliquez, les gars, qui est autant de pilotes qui sortent justement des manufactures, de l'usine Red Bull, entre guillemets, quoi. Après, je pense que ça a aussi à voir avec leur arrivée en Formule 1. Quand ils arrivent, ils rachètent 2 écuries. Ouais. Toro Rosso, Red Bull. Donc peut-être Minardi qu'à l'époque, Jaguar, ouais. ils avaient... Ouais, c'est ça, Minardi Jaguar. Donc c'est vrai qu'à l'époque, quand tu te dis peut-être, enfin, je pense que c'était le plan, c'est d'avoir une écurie où tu formes les jeunes et une écurie plus performante. Alors Red Bull a mis le Tanks, finalement... c'est rapidement quand même, 5 pour ans. se disputer, pour pouvoir se battre au championnat du monde. Mais j'ai l'impression que ces statistiques que l'on a vues sur le nombre de pilotes qui ont piloté en Formule 1, ça vient d'une stratégie de base avec le rachat par Mateschitz avec Toro Rosso et avec Red Bull. Et plus globalement, la stratégie de Red Bull, si on parle de marketing, tout ça, c'est de créer des sportifs, créer des légendes, créer du sport extrême. On le voit, ils créent des sports. Comme Pagès. Ouais, exactement, Voilà. comme Tom Pages. Et ils sponsorisent des événements extrêmes. Donc ils ont besoin, en fait, ils financent des projets pour créer de la légende dans le sport via leur marque qui est censée créer, entre guillemets, des exploits dans le corps humain. Tu vois. C'est un peu le délire. Et du coup, ils sont obligés, en fait, dans leur stratégie de base, de se dire, écoutez, on va avoir des gamins qui vont être estampillés Red Bull et qui auront participé. Enfin, nous, on aura créé la légende de ces gamins. Et aujourd'hui, ça se trouve, Sébastien Vettel n'aurait pas eu autant de chance sans Red Bull. Il y a eu au début Sauber, BMW, tout ça, mais Red Bull l'a propulsé. Max Verstappen aujourd'hui, c'est l'incarnation même de ce qu'est Red Bull. C'est limite une devise olympique, c'est plus loin, plus haut, plus fort, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, l'incarnation de l'esprit de la marque Red Bull chez les jeunes pilotes qui repoussent les limites, comme la limite d'âge pour Max Verstappen, pour des limites d'autres sports, c'est important pour eux. Donc à mon avis, il faut qu'ils donnent leur chance à beaucoup de monde pour ça, mais forcément, il y a aussi beaucoup de déçus, parce que on reste tous des humains, on n'est pas tous au-dessus du lot, sinon il n'y aurait pas de lot, c'est le principe. Donc forcément, il y a beaucoup de déçus, il y a beaucoup de gamins qui restent sur la touche, parce que je pense qu'on les prend, on les met là-haut, et puis au bout d'un moment, on se dit, ah, t'es là-haut, mais t'es pas bien. Bon, tu vas redescendre, parce qu'il y en a un autre qui pousse au portillon. Et Isaac, il va arriver dans cette génération où, en fait, si devant ça performe pas,
il aura sa chance. Mais après, quand tu as ta chance, de toute façon, on te la donne un temps donné, de X à Y. Si après Y, t'es pas là, c'est foutu. Dans la case d'Anil 4, Emile Guersoiri, Jean-Éric Vergne et tout ce que tu veux. Le syndrome Gasly aujourd'hui avec Red Bull. Et encore, Gasly, il est dans un sas où il y est encore. Quoi. C'est très peu sur les pilotes qui sont restés aussi longtemps. Par rapport à Red Bull, je parle. Oui, effectivement, lui, il a bloqué vers Red Bull, c'est ça que tu voulais dire, Hamza. Justement, ça c'est intéressant, vous l'avez dit, ça semble faire partie de l'ADN originel, on va dire, depuis leur engagement en Formule 1, c'est-à-dire non pas acheter les meilleurs pilotes, ou convaincre les meilleurs pilotes de rejoindre le giron, mais former des garçons qui sont estampillés Red Bull. Toi, Isaac, quand ils t'ont contacté, très honnêtement, quand on voit les statistiques justement des pilotes qu'ils ont amenés jusqu'en Formule 1, avec les résultats, victoire, podium et titre de champion du monde, pour toi, c'était la meilleure filière qui se présentait à toi. Tu as pensé justement à cette historique un petit peu de ces dernières années? Ouais, non, mais bon, mon avis est complètement biaisé, c'est sûr. Bien sûr, mais c'est intéressant. Mais pour moi, Red Bull, c'est la meilleure académie. Déjà, statistiquement, c'est la meilleure académie. Là, récemment, sur les dernières années, même, je sais pas, Alpine, ils ont une académie. Ils ont le meilleur pilote de notre génération, limite. Ils ont même pas réussi à le mettre en F1. Donc, je trouve qu'il y a un problème. Après, quand tu regardes à l'avenir, la Red Bull, c'est la meilleure voiture en ce moment. Déjà, donc si tu veux avoir une chance de performer en F1, déjà il y a 4 baquets, commencer. Exactement. Déjà, c'est une chance incroyable. Et ensuite, l'équipe numéro 1, c'est la meilleure voiture sur le plateau. Donc, je vois pas comment tu pourrais aller chez Ferrari ou Alpine quand t'es chez Red Bull. Oui, c'est rationnel comme raisonnement. Oui, ça se tient. Mais mine de rien, Alpine aurait une écurie fille. Elle aurait pu placer Piastri. Aujourd'hui, Alpine, elle est esselée. Il y a peut-être Williams dans les prochains mois. Oui, mais Williams par exemple, Toto Wolff, il a pu placer Russell chez Williams en claquement de doigts. Là aujourd'hui, à Oscar Piastri, t'as passé une année entre guillemets au placard. C'est un beau placard, attention. Il est plaqué or le placard. Mais passer une année au placard pour un pilote de son talent, c'est chaud, vraiment. Donc ils vont le mettre chez Williams, mais c'est pas dit qu'ils le perdent pas. À s'accrocher à Fernando Alonso, à s'accrocher à ce qui s'est passé, Red Bull font beaucoup moins dans le sentimental pour le coup à ce niveau-là. Donc après il a les performances Alonso, mais Red Bull, c'est vrai, pas beaucoup d'arguments et a les moyens en place pour te dire que tu auras ta chance. Mais ta chance, elle vaut très très cher. Et peut-être plus qu'ailleurs où on te donne peut-être un poil plus de temps. Et là où moi je mettrais de la mesure vis-à-vis de ça, c'est que t'as 6 mois ou t'as 1 an, mais par exemple t'as des pilotes genre, je dis connerie, mais Mick Schumacher par exemple, là il va avoir 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être 4 ans. Giovinazzi avait eu 2 ans, notamment 3 ans. Voilà. Si tu fais un Brandon Hartley, il a pas eu très longtemps, tu vois. Donc voilà. Et Latifi encore. Évoquons la gestion de carrière. Comment ça se passe l'accompagnement justement de Red Bull avec les jeunes pilotes? Regardez encore une fois avec ce tableau, c'est le moment où on va parler d'un des chouchous, d'une des coqueluches françaises, Helmut Marko, le faiseur de roi, le patron de cette filière jeune Red Bull, un personnage, je le disais, clivant dans notre pays, un personnage aussi également sans langue de bois, présenté comme sans pitié, adepte aussi également, et ça il faut lui reconnaître cette qualité du jeunisme, parce qu'il a mis Sébastien Vettel très tôt dans une voiture, il a mis un Max Verstappen très tôt dans une voiture, on pourrait citer comme ça plein d'exemples. L'âge ne semble pas lui faire peur, en tout cas, Helmut Marko. Et on reviendra aussi également dans cette partie sur un peu ta relation avec Red Bull. On rappelle cette anecdote, on en parlait tout à l'heure, repérée entre guillemets par Sergio Pérez en Freca. Il y a cet engagement F3 chez Hightech, écurie proche de l'académie, parce que vous êtes nombreux de l'académie Red Bull à être passé par Hightech ou à y être actuellement. Pas l'écurie la plus performante, mais on l'a dit avec un certain défi de l'optimisation. On essaiera de se poser la question justement, est-ce que quelque part pour Red Bull, c'est pas intéressant pour eux de te mettre dans une écurie où on va te demander d'essayer de faire progresser tout ça, de travailler avec les ingénieurs, de ne pas te mettre complètement dans le confort en définitive? Si, parce que je pense que gagner avec Prema... je vois pas trop l'intérêt. T'es là, tu montes dans la voiture, ça marche. Ok, c'est cool, mais t'apprends pas en fait à résoudre des problèmes. En F1, des problèmes, il y a que ça. C'est que ça, matin, midi et soir, tu bouffes que des problèmes. Et donc quand dans ta carrière, depuis la F4, t'es chez Prema jusqu'à la F2, c'est cool de performer, mais à un moment donné, faut essayer de faire avancer le schmilblick, tu vois. Et je pense qu'être chez Hightech, qui est pas la meilleure équipe, et performer, je pense que c'est ce qu'ils attendent de moi. Tu regardes Yuki Tsunoda en F3,
chez Genzer, il a fini quoi, 9ème. Mais 9ème avec une Genzer, faut aller le faire. Et l'année d'après, tu le mets dans une F2. Chez Carlin, il a très bien marché. Il a fini 3ème, je crois. Donc, ouais, c'est vrai que être chez Hightech, je pense que c'est la bonne équipe. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'objectif de performance. On ne te demande pas de gagner un championnat, de terminer dans les 3 premiers. Non, je suis rookie dans une Hightech, t'attends pas de moi que ce que je gagne, même si c'est ce que je veux faire. C'est l'impression laissée en fait qui va compter. Ouais, c'est ça. Ouais, faut impressionner. C'est ce qu'ils attendent de moi et ensuite gagner. De toute façon, c'est la F1 qu'il faut gagner. Donc, gagner la F3 ou la F2, ça n'a aucun intérêt. J'imagine Helmut dire ça, genre. On verra. Ouais, voilà. Mais bon, pour l'instant, ça se passe. Parle-nous un peu d'Helmut Marko. Parle-nous un petit peu d'Helmut Marko parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ce personnage. Il y en a peut-être pas tant que ça, je sais pas, tu vas nous dire. J'ai cru comprendre en discutant un petit peu avec ta famille que tu avais un rapport assez... Alors tu disais tout à l'heure que tu es forcément impressionné par le personnage, mais qu'il y a quand même un rapport assez proche avec Helmut Marko. Ouais, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous. Donc s'il a besoin de savoir quelque chose, il m'appelle, je l'appelle. Il n'y a pas de problème. Et puis franchement, il est pas... Je sais pas, les gens ils disent ouais, il fait peur ou quoi que ce soit. Non, il est normal quoi en fait. Je l'ai vu après ma course à Bahreïn, il m'a félicité, tu vois, il n'y a pas de... Après bien sûr, tu pouvais faire mieux, blablabla, tout ça, mais quand il me voit, il est content de me voir. Et puis pour l'instant, je l'ai pas vu en colère contre moi, pas encore. Et voilà, ça se passe bien, il est sympa. Le rapport franchement. que tu as avec lui, il est plutôt d'ordre technique ou d'ordre sur la motivation, sur le rappel des objectifs, de la progression ou pilotage Ouais. Franchement, pour le peu que j'ai parlé avec lui, on a 50% du temps, on parle même pas de sport auto en fait. Voilà. On parle d'autre chose. De la vie, genre mais il veut savoir quitter en fait, je pense. Il veut te cerner, il veut voir en fait me voir en dehors de mon domaine, tu vois. Et non, je sais pas, il est... Ça veut dire que tu insinues en fait que le type est pas forcément là uniquement pour former un pilote, mais pour aider à la continuité de l'éducation d'un homme, même si tu es très bien éduqué par ta famille, mais c'est l'aspect humain aussi qui l'intéresse. Ouais, je pense, mais après il met surtout des gens qui sont là pour vérifier tout ça, tu vois. Et genre, on a maintenant c'est nouveau, hein, ça fait que depuis cette année, mais on a Guillaume Roquelin, je sais pas si vous connaissez, voilà, ingénieur de Vettel, ça, de l'époque, maintenant qui s'occupe du programme du junior team. Et mes séances de simu, je les fais avec lui. Des cours sur dynamique du véhicule, pneumatique, peu importe, c'est lui qui s'occupe de nous. On lui envoie des rapports, on est vraiment bien formaté parce que je pense maintenant Red Bull ils ont besoin d'un pilote qui va prendre la relève en F1 et je pense qu'ils sont en train de se rendre compte que les pilotes quand ils arrivent en F1 en fait ils sont pas assez préparés et qu'ils n'arrivent pas à délivrer parce que pas tout le monde est Max Verstappen en fait. Donc ouais. Il y a un paradoxe avec Helmut Marko, c'est qu'on a l'impression qu'il laisse zéro temps à ses pilotes en haut, mais pour autant qu'il en prend énormément en bas. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe selon toi ? C'est qu'il y a un moment donné où il y a une bascule, à un moment donné où on se dit, écoute, si t'es là, c'est que tu dois réussir parce que je me trompe pas moi, et que en gros, si je me trompe, c'est que c'est ta faute, t'as pas le mental, t'as pas tout ça. Qu'est-ce qui se passe selon toi ? Il y a vraiment l'impression d'avoir un lâcher d'un coup de démerde-toi maintenant. Ouais, c'est ça. De toute façon, les erreurs, faut les faire en catégorie de promotion. Quand t'arrives en F1, c'est bon, c'est trop tard. Je sais pas, je prends l'exemple de Yuri Vips. Il est archi rapide ce mec et pourtant il a vraiment un problème de concentration. C'est assez décevant ce qu'il fait cette année alors que c'est pour moi le pilote le plus rapide de la grille. Sa moyenne en qualif elle est de 2 ce mec est ultra rapide et pourtant il a vraiment un problème de concentration. Il devrait être au minimum 2e de ce championnat et il n'y arrive pas et pourtant Helmut il l'a pas viré pour autant. Mais par contre ses erreurs il va les faire là maintenant. Et s'il essaye de prouver qu'il mérite sa place en F1, il va y aller en F1. Mais s'il fait les erreurs qu'il fait là maintenant, c'est fini. Donc je pense que l'inverse serait dommage. Pas faire d'erreurs en catégorie de promotion, tu dois gagner. Et par contre, quand tu arrives en F1, on te met dans un confort. Après, tu performes plus. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'ils forment des pilotes qui doivent être prêts le jour où tu arrives en F1 en fait. C'est ça.
Regarde une petite déclaration de Jean-Éric Vergne concernant Helmut Marko. On a souvent dit que l'entourage de Vergne avait été très dur avec Helmut Marko. Et cette déclaration, elle date de 2021, où Jean-Éric Vergne nous dit en fait Marko, il est dur, mais il est juste. On aime Helmut, on ne l'aime pas. Je ne suis pas là pour être ami avec lui. Je l'appréciais en tant que patron parce qu'il donnait toujours aux pilotes une vraie chance de réussir. Certes, il est dur, mais ce n'est pas grave. Le monde où se trouvent les pilotes de Formule 1, c'est un monde dur. On a la réputation de sa dernière course, tout le monde le sait. J'imagine qu'avec son comportement, il essaie de nous préparer pour ce qui arrive à l'avenir. Dans cette fameuse interview, Jean-Éric Vergne, il nous dit Helmut Marko, c'est aussi deux choses. La première, c'est qu'il peut t'appeler au beau milieu de la nuit s'il a envie de débriefer ou parler d'une course avec toi. Et la deuxième chose, c'est que tu peux gagner une course, il retrouvera toujours quelque chose à redire, il s'intéressera toujours au côté négatif. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur J'ai entendu quelque chose sur Verne. Je me souviens quand il était en Formule Renault 3.5. Il a écrasé tout le monde. Ouais, il a éclaté tout le monde. Et Helmut, tu lui as dit, mais attends, mais pourquoi là t'as pas fait le meilleur tour? Enfin, qu'est-ce que tu me fais là, alors que mec, il a éclaté tout le monde. Donc moi pour l'instant il m'a pas fait encore des coups bizarres comme ça, tu vois. Ça va venir. Ouais, ça va venir malheureusement, mais bon, je suis prêt et puis du moment que je performe, il y aura pas de problème. Hein. Mais mine de rien, ce comportement que décrit Jean-Éric Vergne et ce comportement que décrit Isaac, si on remonte le fil de notre émission et de notre émission de lundi. Ouais. On rembobine tout et on arrive à Max Verstappen est une machine. Ouais, complètement. Est-ce que c'est pas ça aussi, tu vois? Alors, de base, il y a son père qui l'a éduqué à coups de fouet, je pense. Ouais. Mais il y a le Helmut derrière qui arrive et en fait, Verstappen aujourd'hui, il est conditionné pour gagner, quoi. Bien sûr. Donc peut-être qu'aussi Helmut Marko repère les talents et essaye de retirer ou en tout cas de calmer l'aspect émotionnel et de gérer entre guillemets un peu ça psychologiquement pour fabriquer ce qui en talent est déjà un champion, mais ce qui en mental ne l'est pas encore. Donc ça se trouve il est dur pour ça. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, c'est ce que j'allais dire. Moi j'ai l'impression, à t'écouter parler Isaac, à écouter ceux qui sont passés par la filière Red Bull, à préparer un petit peu ce sujet, j'ai la sensation que l'accompagnement c'est à 80% du mental. C'est-à-dire qu'en fait quelque part vous entraînez tous de la même manière, même par rapport à d'autres structures. Alors, je me trompe peut-être, tu as peut-être des outils aujourd'hui dans la Red Bull Academy. On sait qu'il y a un super centre technologique, notamment je crois du côté de l'Autriche, si je dis pas de bêtises, où vous pouvez faire des entraînements très poussés, mais on a l'impression que la méthode Red Bull, c'est avant tout construire des mentales, construire des têtes bien faites en fait d'une certaine manière. Et je vais même aller plus loin, tu nous racontais une anecdote, je sais pas si on va avoir de la raconter, tu me dis non sinon et on coupera bien évidemment au montage, mais tu nous disais en antenne, tu disais par exemple chez Hightech, avant chaque course, tu te rends à Silverstone et tu dois leur faire une présentation sur le week-end à venir. Ça consiste en quoi, par exemple, ça? Ça consiste en... Déjà, tu allumes PowerPoint, tu vois. Et puis, tu sais, nous, on a une sorte de logiciel qui nous permet d'avoir accès aux datas des années précédentes et actuellement aussi. Et du coup, à chaque fois que j'arrive là-bas, je dois faire une présentation... c'est surtout point driving. En ce moment, ça peut être sur n'importe quoi, dégradation de pneus. On peut parler d'une course, mais là, c'est surtout qualif, parce que c'est notre main focus en ce moment. Et en gros, pour chaque virage, tu dois t'aider des années précédentes. En fait, il faut vraiment synthétiser. Tu vois, t'as le droit qu'à 5 minutes. Il faut synthétiser et il faut donner les points clés par virage. Tu fais ça à chaque début d'event. Et aussi, il y a une grosse préparation aussi sur Simu, avec un run plan qu'il faut respecter, très précis. Et voilà. D'accord. Donc on essaie de développer ton QI. T'as des devoirs, mais on essaie de développer ton QI pilote. En fait, sur le PowerPoint, quand tu dis préparer virage après virage, c'est aussi bien ton comportement que le niveau de dégradation potentielle de tes pneus, même si là tu me dis en l'occurrence que c'est sur la qualif, que le niveau la piste avec un nouveau tarmac éventuellement qui change au niveau qui fait changer la dégradation des pneus, où il y a vraiment un aspect spécifique ou c'est vraiment général? C'est vraiment spécifique. C'est en pilotage, peu importe tes conditions. Après, ça peut changer, tu vois. Ça peut vraiment changer, mais ouais, c'est vraiment spécifique à chaque virage. D'après les années précédentes, synthétiser, voilà, et dire voilà, dans ce virage, c'est comme ça qu'il faut faire, d'après les datas, d'après ce que j'ai vu, d'après les on-board, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Et je pense que ce travail, il est bon à faire pour à chaque début de course, même les rapports, la qualité de tes rapports, elle est évaluée. Quand j'envoie un truc à Helmut, je pense qu'elle est évaluée, tu vois. Et si tu fais des rapports tout pourris, je
pense qu'il se dit ok, peut-être il va vite le gars, mais là-haut ça vole pas très très haut. Et voilà, du coup je pense que c'est important de faire un très bon travail aussi en dehors de la piste. C'est quoi ce qui t'a fait le plus progresser là, depuis que tu es rentré dans la filière Red Bull? Le domaine où tu te dis, enfin les domaines, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que tu as vraiment apporté Red Bull depuis que tu es rentré dans le giron? Sur l'aspect plutôt pilotage, Même en dehors, hein. sur la vie. Je sais pas. Je sais pas répondre. Voilà. On imagine que c'est général et que ça touche Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Ouais. Tu l'as dit, l'objectif pour toi c'est d'être champion F3. Ouais. Même si du côté de chez Red Bull, on sait qu'on t'a mis chez Hightech, c'est pas forcément des équipes comme Art, comme Prema qui sont programmées au titre de champion. Il y a eu des exemples de Français par le passé. Sébastien Bourdet qui avait été champion aux États-Unis. Ça s'est mal terminé avec l'épisode de Spa, on s'en rappelle, et une vive émotion. Jean-Éric Vergne, qui a parfois été présenté comme un talent gâché, bien sûr, de Red Bull, qui a quand même été champion de Formule E par la suite. Pierre Gasly, on en parlait tout à l'heure, l'ascenseur bloqué. Les Français font partie de cette culture aussi Red Bull, parce que tu l'as dit tout à l'heure à travers Guillaume Roquelin, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens qui participent aux décisions qui sont français. Alors, la question, est-ce que la culture Red Bull est adaptée aux Français? Nous, on se la pose d'un point de vue extérieur quand on voit les trois noms. Quel est le plan de Red Bull pour toi? Est-ce que tu peux nous dire ce sur quoi ils se sont engagés, entre guillemets, pour la suite? Est-ce qu'ils ont établi un plan, je sais pas, sur 2-3 ans, jusqu'à la Formule 1, jusqu'à la Formule 2? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, c'est compliqué, j'imagine. Ouais, mais non, c'est pas compliqué. Même moi, j'en ai aucune idée. Je vous le jure, j'ai aucune idée. Là, demain, je fais n'importe quoi. Ça y est, bye bye. Je sais pas dans quelle équipe je vais aller. Je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, je sais que si je gagne le titre, il y a de la F2. Ça va très bien se passer. F2, tout ça, je peux le dire. Hein, je vais en F2, c'est sûr. Mais après. On est dans la performance, on est dans la performance de l'instant, année après année, course après course. Voilà, toi, tu dois bosser et bien bosser. Parce qu'à notre âge, on évolue tellement vite que tu peux pas te dire, ok, l'année prochaine tu vas faire ça et l'année d'après tu vas aller là. Enfin, à notre âge, tu peux vraiment faire un gros flop comme tu peux exploser en fait. Donc voilà. Et le fait qu'il y ait un Max Verstappen qui soit aussi dominant, aussi paratonnerre dans cette équipe Red Bull, parce que j'imagine que tu dois quand même te projeter, même si tu vas step by step, c'est étape par étape, forcément que tu dois penser à un moment donné quand tu te rases le matin, notamment à la Formule 1. Le fait qu'il y ait Max Verstappen, je pense qu'il se rase. Le fait qu'il y ait un Max Verstappen comme ça dans l'écurie mère. Est-ce que c'est des choses qui peuvent inquiéter quand on se projette sur un futur à moyen long terme ou Non, moi ça m'excite plus qu'autre chose. Tu vois, d'être coéquipier avec lui et de voir vraiment le niveau qu'il a, ça m'excite grave. C'est un truc commun qu'on a quand même quand on rencontre des pilotes qui sont en F3 ou en F2. Alors, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif, mais ils ont cette case qui est tournée dans le cerveau qu'on n'a pas nous. Ouais, clairement. Et où nous on se dirait genre mon Dieu, arriver sur Max Verstappen, mais comme ça. Isaac, il a 17 ans, il a 11 ans de moins que moi, et il arrive, et il fait genre, non, trop bien, vas-y, viens, on va se taper. Tu vois, ça nous rappelle une discussion qu'on a eue avec un autre pilote français qui était du off, pour ça que je dirais pas son nom. On lui disait, mais si jamais demain tu remplaces Lewis Hamilton chez Mercedes, comment tu vivrais les choses? Il dit, c'est simple, je vais taper Bottas. Et le gamin, parce que c'était un gamin à l'époque, mais c'est la preuve aussi que ces enfants-là ont un cerveau qui est pas fait comme le nôtre. Ni arrogant. Oui, non, c'est pas de l'arrogance. Ni en rigolant. Complètement. C'est-à-dire que c'est sûr de ses forces et genre, oui, je vais le taper. Prends-moi. Mais je vais le taper par A plus B, quoi. C'était vraiment. Exactement. Incroyable. Isaac, merci de nous avoir livré en tout cas toutes ces anecdotes sur la filière Red Bull, de nous avoir parlé de toi. On te garde encore quelques minutes parce que tu sais, nous on est très joueurs. T'aimes la compétition, nous aussi on aime la compétition. Non, j'aime pas. Mais à notre niveau, tu vois, sur des petits quiz. Pas trop. La pression et moi, ça fait deux, tu vois. On va voir ça tout de suite. C'est l'heure du quiz, les amis. Très rapidement. Isaac, est-ce que tu peux changer de place avec Hamza Rahmani parce que tu vas faire équipe avec ton coéquipier Brice Germain parce que Hamza a gagné il y a 2 semaines. Donc, moi, mon coéquipier, je vais le taper aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse switcher très rapidement les gars et on va y aller. Vous allez voir, c'est une émission spéciale Red Bull puisque aujourd'hui, on va essayer. Tu es mon numéro 2 aujourd'hui. De se rappeler. Ah ouais. Enfin, à mon avis, lui dis pas ça parce qu'il va rapidement. Il va me faire une Leclerc Vettel, il va vraiment verser la vapeur.
Il faut retrouver, regardez l'intitulé, il va s'afficher sur votre écran. Retrouver les 29 pilotes à avoir couru pour l'une des 3 écuries Red Bull. Quand j'ai les 3 écuries Red Bull, c'est bien évidemment en comptant AlphaTauri et Toro Rosso, 2 écuries différentes. Uniquement en F1. Uniquement en Formule 1, Oh, c'est bien évidemment. physique. Allez, ça commence pour vous. Je te laisse débuter. Bon bah Vettel. Ouais, Vettel, c'est bon. Verstappen, Verstappen, c'est bon. Ricardo. Ricardo, c'est bon. Gasly, Gasly, c'est bon. Albon. Albon, ça marche. Tsunoda, Tsunoda, en effet. Pérez. Attends. Ah oui. Non, mais c'est une blague. drôle, Jean-Luc Vergne. Jean-Éric Vergne, ça Ah marche. merde. Tu veux que j'y aille ou. Non, attends. Il est sympa ton coéquipier. Non, en vas-y, tout cas. vas-y, Je vas-y, sens vas-y. qu'il a envie de t'aider. Attends, aujourd'hui. Red Bull, c'est compliqué. Sébastien Buemi. Ah ouais, Buemi. Bah, bien sûr. Eh ouais. pas vu. Bourdet. Oh putain, c'est Bourdet, ça compliqué. Jaime Elgarsoiri. Algar, Non, ça, c'est Ah pas. oui. Tu peux pas. Scott Speed, Scott Speed, ça marche. Première saison de Ouais. Toro Rosso. Marc Webber. Oui. Allez. Vittorio Liuzzi, Vite Antonio Liuzzi. Qui a roulé d'ailleurs chez Red Bull. Ah ouais. David Coulthard. David Coulthard, en effet, premier emblème. Les gars, c'est vraiment chaud. Moi, je suis. Ah, c'est bon, j'ai fini, hein, moi. Non, mais t'inquiète, t'as ton coéquipier. Vous pouvez échanger ensemble, hein, les Ouais. gars. Tu peux vas faire un DNF là. Ah, attends. Hartley, Brandon Hartley, ça marche. Ah ouais, bien vu. Vous pouvez échanger, les gars. Brice, tu sais que tu vas te Attends. mordre les doigts de pas l'avoir aidé. Quand il sera Attends, champion du monde de attends. Formule 1 et qu'il dira ce gars-là m'a pas aidé sur le quiz, il oublie, Je vais en n'oublie jamais affiler Isaac, un. ce qu'il est en train de te faire là. Mais t'es un mauvais, hein. Eh, mec, t'en as pas. Ah ouais, Daniel Fiat. Daniel Fiat. T'es chaud. je suis trop mauvais. N'oubliez pas, je vous donne un indice pour vous chez vous, n'oubliez pas la nationalité de cette écurie. Christian Klein, C'est pas Il est là. bien de faire ça. Il est tout seul, t'es avec une légende à côté de toi en plus. Ah les gars, non, c'est bon. Qui connaît la culture de l'entreprise Red Bull. il en manque là. Il en manque encore. Combien? Il en manque. Il doit manquer chez AlphaTauri. toi. Mais non. Attends, il en manque. Il en manque pas Attends, je vérifie un truc. Il en manque. Il y en a un, c'est sûr. Et il y en a un autre, je sais pas si vous l'avez dit. Yes. Il y en a un, c'est Ils sûr. sont tous pilotés, c'est pas pilote réserve. Non, 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 non. Il y en a un qui a fait 3 grands prix avec Red Bull, l'écurie mère. On l'a dit, Carlos Sainz. Non. Ah, bien vu. Ah, Donc, je suis là sûr. Ah, si, si, Carlos Sainz. Carlos Sainz. On l'a Ah dit oui, ou on l'a pas pas dit. On l'a pas dit. On l'a pas Donc dit. il y en a encore un autre. Mais attends, mais est-ce qu'on l'a dit, lui? Non, je crois pas. Sainz. Non, Sainz, on Non, l'a pas dit. l'autre. Le... Non, l'autre, on l'a pas dit. C'est sûr et certain. Attends, Verstappen, on l'a dit. Tu l'as, Hamza, ou pas? Si, T'es sûr qu'on l'a dit? Si je vous donne un prénom, on se le tente comme ça à la vitesse. Si je vous donne un prénom. Ouais, je vais vous Ouais. donner un prénom, comme ça on va se le faire one à one. Vas-y. Ok? Concours de vitesse, je vous donne le prénom. Le prénom c'est Robert. Kubica. Don Boss. Il est là. Mais c'est qui ce mec? Robert Dondos. Aucun souvenir. Ah, là, ma vieillesse. 3 grands Elle t'a prix, aidé. 3 grands prix avec Red Bull. C'est un néerlandais, non? J'ai vraiment dit Kubica alors C'était que un vraiment. néerlandais. mais Kubica. Il a eu un remplacement. Ouais. Voilà, en Robert tout cas. Donbos. Voilà, en Trop nul. tout cas. Bah écoute Isaac, tu t'en sors très très bien. Tu repars Ouais, encore très- avec une coupe. Ma foi, garde-la précieusement parce que les pistonnets, la coupe des pistonnets, c'est Ton quand même la plus coéquipier prestigieuse. t'a laissé passer. Je te jure, t'as gagné à Spa, t'as gagné à Monaco, t'as gagné ici. Je te jure que tu t'en rappelleras toute ta vie. Trop chaud. Merci Isaac d'avoir été avec nous. Ouais. Merci Bon à courage vous, dans les le cours. gars. Merci. On va te suivre. Allez lui donner de la Plaisir. force d'ailleurs sur les réseaux. Suivez ses courses. Encouragez notre ami Isaac. On a une pensée aussi pour Victor Martins, qu'on Ouais. espère avoir Pas encore, bien là, évidemment sur ce plateau. Et on souhaite vous voir vous battre à la régulière et se sans battre. problème, bien On sûr, va se sur la mettre piste. sur la. On va se mettre dessus. Ça fait 10 ans que ça dure. hein. Ah, 10 ans, ouais. C'est vrai. C'est ça. Ça va être énorme. Bon courage pour ton été. Merci. Hamza, merci beaucoup. Brice, merci Plaisir. beaucoup. Les pistonnets reviennent. Ce sera après le Grand Prix de Silverstone qui se passera du côté de la Grande-Bretagne. Hamza, je crois que tu seras en vacances. Tout à Ce fait. sera notre ami le Pit Stop qui sera là. Donc bonnes vacances, mon cher Hamza. J'ai hâte déjà de te retrouver, de vous retrouver. Et n'hésitez pas à commenter, mettre des pouces, vous abonner. Vous avez compris, bien évidemment, ce qu'on attend de vous. Salut les amis. Ciao.